Ce sont d'excellents spécialistes des armes à feu. Ils ont suivi l'un des programmes d'entraînement les plus impitoyables. Ce sont des maîtres de la chasse à l'homme. Leurs cibles vont du terroriste arabe au criminel de guerre nazi. Ils disposent des dernières technologies pour frapper au moment le plus inattendu. Ils font partie de l'élite des services secrets israéliens, le Mossad. Le Mossad, c'est comme le saut à l'élastique. Quand vous sautez, vous n'êtes pas certain d'être relié à l'élastique. Le pays que le Mossad a juré de défendre est une formidable poudrière. C'est un pays moderne, miné par de vieux conflits. Ce jour-là, pourtant, l'atmosphère est étrangement calme. La diplomatie a permis d'engager un processus de paix entre les Israéliens et les rebelles palestiniens, qui revendiquent une grande partie du territoire d'Israël. Mais dans quelques secondes, cette paix fragile va voler en éclats. Un terroriste fanatique est en mission suicide. Sous ses vêtements, il cache une ceinture de puissants explosifs. Ce n'est que le vulgaire pion d'un mystérieux cerveau criminel. Pour les combattants palestiniens et leurs dirigeants, c'est un martyr qui s'apprête à mourir avec ses victimes. Cinq personnes sont tuées dans l'explosion. 13 sont blessés. Il ne reste quasiment rien du tueur kamikaze. Mais quelque part dans la foule des curieux se trouve l'homme qui l'a envoyé à la mort. Ce carnage porte sa marque de fabrique. C'est un fantôme insaisissable, un maître du déguisement. On ne connaît pas son identité. Pour l'armée de tueurs kamikazés palestiniens, c'est un héros. Pour les Israéliens, c'est un ennemi public. Il a été baptisé l'ingénieur. Pour le neutraliser, le gouvernement israélien va lancer la plus grande chasse à l'homme de l'histoire du pays. Les services de renseignement dirigeront les recherches, notamment leur division la plus réputée, le Mossad. Une agence aussi invisible et mystérieuse que l'ingénieur lui-même.
Une agence qui se préserve en soumettant ses agents à une loi du silence extrêmement stricte. Il n'existe pas. Le mot Mossad n'est jamais prononcé, jamais mentionné ou évoqué. Ni au téléphone, ni dans la conversation, ni dans le bâtiment, ni dans la rue, nulle part. On ne prononce pas ce mot. C'est seulement grâce à cette discrétion absolue que le Mossad peut mener sa guerre secrète. Entouré de pays hostiles, Israël doit sa survie à la parfaite connaissance de ses adversaires. Dans cette guerre du renseignement, le Mossad l'emporte parce que sa seule règle veut qu'il n'y ait pas de règle. Contrairement à d'autres services de renseignement, le Mossad passe fréquemment à l'action. Il n'hésite pas à mener certaines opérations que d'autres jugeraient trop périlleuses. Nous avions un slogan dans la communauté israélienne du renseignement qui disait « Laissez parler les Michiganaises ». Le terme de Michiganais en yiddish signifie cinglé, détraqué ou fou. Et cela veut dire que si vous avez l'idée la plus folle pour résoudre un problème apparemment insoluble, il suffit de venir en disant « Risquons le tout pour le tout ». Ils vous écouteront. Une opération particulièrement audacieuse des Michiganaises va asseoir la réputation d'infaillibilité du Mossad. En 1969, Israël commande 5 vedettes lance-missiles à la France. Leur livraison est cependant gelée à la suite de l'embargo décrété par le président Charles de Gaulle. À la veille de Noël, des agents du Mossad pénètrent dans le port de Cherbourg. Déguisés en marins norvégiens, ils montent à bord des vedettes et gagnent secrètement la haute mer. 4800 km plus tard, l'opération Arche de Noé se termine triomphalement en Israël. Une telle audace a donné à l'agence une aura tout à fait unique. Le Mossad a été le premier à jouir d'une telle aura. Il y a beaucoup de fausses idées qui courent. Beaucoup de gens imaginent des choses totalement fausses à son sujet. On dit que le Mossad est invincible, qu'il est surhumain. Il n'est pas surhumain. Il est très humain, au contraire. Il est très israélien. Le réservoir de talent dans lequel le Mossad puise sa dimension humaine se trouve ici, dans les rangs des forces armées d'Israël. Si dans d'autres services de renseignement le patriotisme n'est qu'un vain mot, ici c'est une condition préalable. Sur 1000 candidats, le Mossad n'en retiendra que 3. Avec seulement 1200 employés, cette agence est un David parmi les Goliaths de la communauté du renseignement. Sa force réside dans ses hommes. Pour défendre leur pays, ils ne reculeront devant rien. Dans la chasse à l'ingénieur, la ténacité des Israéliens est particulièrement mise à rude épreuve. La difficulté réside dans l'identification d'un maître du déguisement, qui change constamment de nom. Mais à la suite de recherches intensives auprès d'informateurs arabes, il découvre sa véritable identité. Il s'agit de Yehiya Ayash,
un commandant de la milice palestinienne radicale du Hamas. L'ingénieur a maintenant un visage et un nom. Le Mossad tient enfin sa cible. Les Israéliens se ruent vers Eia Ayash. Après avoir mis leurs informateurs sous pression, ils ont appris qu'il était originaire de Rafah. Ayash ignore qu'il a été identifié et ils espèrent ainsi pouvoir l'arrêter par surprise. Ils ne trouvent que les parents de l'ingénieur, lesquels ignorent où se cache leur fils. Le dossier d'Ayash révèle qu'il a étudié l'électrotechnique à l'université de Birzeit. À cette période, il a été recruté par des extrémistes islamistes qui lui ont conseillé d'utiliser ses connaissances contre les juifs qu'il détestait. Estimant qu'il a probablement trouvé refuge près de chez lui, les Israéliens concentrent leurs recherches dans la bande de Gaza. Au point de contrôle, les soldats disposent de la photo d'Ayash. S'il est déguisé, elle leur permettra peut-être de le reconnaître. Dans toute chasse à l'homme, la photographie d'un fugitif peut parfois se révéler cruciale. 35 ans avant la traque de l'ingénieur, un espion muni d'un appareil photo avait lancé la plus légendaire de toutes les chasses à l'homme du Mossad. 3 avril 1960. L'affaire débute dans le village de San Fernando, en Argentine. L'agent s'apprête à photographier secrètement un homme insaisissable qui pourrait être l'une des personnes les plus recherchées par le Mossad. Lorsque le sujet apparaît, l'agent réalise plusieurs clichés de lui. Agrandis et examinés, ils fournissent aux enquêteurs du Mossad le gros plan dont ils ont besoin. C'est un obscur employé d'une usine de Mercedes-Benz, Ricardo Clement. Mais la photo confirme qu'il s'agit en fait d'un ancien nazi en fuite, l'officier SS Adolf Eichmann. Il est recherché depuis 15 ans pour le crime le plus innommable de l'histoire. Il est l'un des artisans de la solution finale. Ses mains sont couvertes du sang de 6 millions de juifs, exterminés avec méthode dans les camps de la mort. Le cas Eichmann constituera pour certains agents du Mossad une douloureuse épreuve psychologique. Ma sœur et ses 3 enfants ont été tués à Auschwitz. Tous mes proches sont morts là-bas. Dans ma famille, on savait ce qu'était l'Holocauste. Il y avait des personnes avec lesquelles je travaillais qui avaient été envoyées à Auschwitz et qui avaient survécu. Elles m'ont raconté tout ce qui s'y était passé. Eichmann m'écœurait. Isser Harel est prévenu qu'Eichmann a été localisé. Il réagit immédiatement. Il décide de le faire enlever et de le ramener en Israël afin qu'il soit jugé. Même s'il s'agit d'une violation flagrante du droit international, les Israéliens estiment qu'ils servent une cause supérieure. Il faut parfois violer la loi pour rendre la justice. La mission exige de gros moyens. 13 agents doivent parcourir 14 000 kilomètres, kidnapper cet homme
et le faire sortir clandestinement du pays. En mai 1960, le commando débarque à Buenos Aires. Il commence par étudier discrètement les habitudes d'Eichmann. Ce travail préliminaire leur permettra d'élaborer un plan pour le capturer. L'ancien nazi mène une vie discrète entouré de sa femme et de ses enfants. Chaque jour, il rentre invariablement de l'usine par l'autobus numéro 203. Cette régularité permet au Mossad de finaliser son plan. L'équipe chargée du kidnapping l'attendra près de chez lui sur le trajet qu'il parcourt tous les jours. Le 11 mai 1960, le piège est prêt. Les agents simulent une panne de voiture. Celui qui doit neutraliser Eichmann n'est autre que Zvi Malkin. Cependant, l'idée de toucher Eichmann à main nue le révulse. Je me suis dit, il faut que tu achètes des gants pour servir d'écran entre tes mains et sa bouche. Cette bouche a tué ma sœur, ses enfants et tellement d'autres personnes que je connaissais. Je me disais, impossible, je ne peux pas le toucher, je dois acheter des gants. « 20h05, le bus numéro 203 arrive. Les agents voient leur cible sortir de l'obscurité. Eichmann est conduit en lieu sûr dans une maison de Buenos Aires. Les agents recherchent d'éventuelles capsules de cyanure. Ils doivent à présent s'assurer qu'il s'agit bien de la bonne personne. L'homme chargé de l'interrogatoire lui a demandé son matricule SS et il l'a aussitôt donné. S'il n'avait pas été la bonne personne, il lui aurait été impossible de fournir le numéro exact. Pendant 9 jours, Eichmann est retenu en lieu sûr, tandis que l'on prépare minutieusement son transfert. Cette longue attente permet à Zvi Malkin d'affronter l'ancien officier nazi sur un plan personnel. Quelques jours plus tôt, il a aperçu son fils de 5 ans, un enfant qui lui rappelle son neveu tué à Auschwitz. Je lui ai demandé « Comment se fait-il que votre fils soit vivant alors que le fils de ma sœur est mort ?» Il m'a demandé s'il était juif. Je lui ai répondu oui. Il a dit alors « Qu'est-ce que je pouvais faire? C'était un ordre. Vous êtes bien venu me capturer sur un ordre. » Et je lui ai répondu « Oui, je suis venu vous capturer en tant que criminel. Pour vous conduire devant un tribunal, pas pour vous tuer. Quelle chance avez-vous donnée aux autres ?» Je pensais qu'il me dirait « Je suis désolé pour ce qui est arrivé à votre sœur, à son fils. » Non. L'idée ne lui est même jamais venue de dire « Je suis désolé. » « 21 mai. Eichmann est drogué et conduit à l'aéroport. Vêtu d'un uniforme du personnel d'El Al, il monte à bord d'un appareil israélien.
24 heures plus tard, il est emprisonné en Israël. « 11 mois après, le captif du Mossad est conduit au tribunal. Dénué de tout remords, il écoute stoïquement l'exposé des charges retenues contre lui. Eichmann est reconnu coupable et condamné à la peine capitale. Il est exécuté le 31 mai 1962. Pourtant, 3 décennies plus tard, cette même haine envers les Juifs continue de se transmettre. L'ingénieur a de nouveau frappé. « 22 innocents ont été tués. Malgré tous les efforts du Mossad, il continue de semer la terreur. Un jour, un nouvel élément apparaît. Un informateur a indiqué où se cache l'ingénieur. Il est en lieu sûr à Naplouse, l'une des principales villes de Cisjordanie. Dans quelques secondes, les Israéliens vont passer à l'action. Ils pensent cette fois tenir l'ingénieur. Pendant qu'un commando déboule dans la maison où il s'est réfugié, d'autres agents cernent le bâtiment. Pourtant, tel un fantôme, Ayash a disparu. מצאתם משהו? בואו נלך. Ils n'apprendront que plus tard comment il s'est échappé. Déguisé en femme arabe, l'ingénieur s'est faufilé à travers les mailles du filet. Ses ruses rappellent étrangement celles des agents qui le pourchassent. C'est un solitaire. Il ne reste jamais au même endroit et il est imprévisible. Mais il est également soutenu par un vaste réseau clandestin palestinien qui lui fournit des cachettes. Il sera particulièrement difficile de retrouver sa trace. Quand le Mossad est confronté à de telles situations, c'est la formation exceptionnelle de ses agents qui fait souvent la différence. Le maniement des armes est un élément essentiel de leur formation. Les cadets apprennent que les armes à feu ont une utilité, et une seule. Quand vous sortez votre arme, c'est pour tuer. Ce n'est pas pour jouer. Ce n'est pas pour menacer quelqu'un, ni blesser, ni handicaper, ni arrêter. C'est pour tuer. Et une fois que vous avez tiré, il faut aller voir la victime. Vous ne contrôlez pas son pouls, vous ne faites rien de ce genre. Vous posez le canon sur sa tempe et vous tirez à nouveau. Et là, vous êtes sûr qu'il est mort. Si vous touchez, tuez ou blessez quelqu'un qui ne fait pas partie de l'opération,
ce que l'on appelle victime collatérale, c'est extrêmement regrettable. La philosophie du Mossad se traduit par l'emploi exclusif de balles à tête plate. Lors de l'impact, elles ont un effet particulièrement destructeur. Si la maîtrise des armes à feu est exigée de toutes les recrues, le Mossad accorde la priorité à la façon dont elles se comportent sans armes. L'exercice destiné à tester la résistance et la volonté est particulièrement réaliste. Il commence par une mission de surveillance. Mais l'élève ignore que les instructeurs du Mossad, qui se font passer pour des policiers, se cachent aux alentours. Sans prévenir, il l'arrête et l'emmène dans une fausse salle d'interrogatoire de la police. L'expérience qu'a vécue l'officier Viktor Ostrovsky est typique. J'ai été conduit les yeux bandés au quartier général du Mossad. Je ne savais pas que c'était le QG. Et je me souviens que celui qui m'a interrogé avait une pupille mal placée. Cela lui donnait un air très étrange. Il m'a demandé qui j'étais et je lui ai donné mon nom de couverture. Tout le monde en avait un pour cet exercice. Et puis je lui ai raconté mon histoire. J'ai dû la raconter des dizaines et des dizaines de fois. Il m'a ensuite obligé à me déshabiller et à rester nu. Et il a continué à m'interroger. Puis ils m'ont jeté un seau d'eau. Je me demandais surtout ce qu'ils attendaient de moi. Que voulait-il que je fasse? Et je me suis dit que j'allais maintenir ma version. Peu importe ce qu'il me ferait, qu'il me coupe un bras, une jambe, qu'il me viole, je dirais, je suis cet homme, j'ignore de quoi vous parlez et ce que vous attendez de moi. Et j'ai tenu. Ils m'ont battu, ils m'ont roué de coups, ils m'ont tabassé. Ça n'en finissait pas. À un certain stade, vous comprenez que quand vous obligez votre ennemi à vous frapper, c'est que vous l'avez vaincu. Ils ont en effet épuisé toutes leurs ressources. Lorsqu'ils commencent à vous battre, vous vous dites, c'est bon, ils n'ont plus rien dans leurs manches. Grâce à tout ce que j'ai vécu durant ma période de formation, tous ces passages à tabac, ces blessures et ces insultes, j'aurais certainement bien réagi si j'avais été capturé par le camp adverse. Je n'aurais eu aucun problème à affronter un véritable ennemi. Si apprendre à affronter son ennemi est vital, apprendre à tirer parti de ses amis est également essentiel. Les cadets apprennent à profiter de la collaboration tout à fait unique de l'ensemble de la communauté juive. Les noms des Sayanim, les coopérants volontaires, figurent sur une liste top secret. À tout moment, ils sont disposés à prêter assistance à un agent en mission. Ils vous donnent les moyens d'agir. Ils nous permettent de travailler. Un banquier vous fournit de l'argent en pleine nuit. Un vendeur de voitures vous donne un véhicule sans formalité. Un gérant d'immeuble vous offre une cachette. Un médecin peut vous soigner en pleine nuit sans que vous ayez à expliquer l'origine d'une blessure par balle. Les Sayanim font partie d'un peuple qui a été opprimé pendant très longtemps. Ce sont les restes ou les cendres de l'Holocauste. Ce sont des gens qui ont besoin de la communauté. Selon une expression, tous les enfants d'Israël sont des frères. D'un côté, vous trouvez le dévouement, la foi et le désir d'aider. Et de l'autre, il y a le besoin d'utiliser son prochain. C'est ça le lien. Cette alliance inhabituelle se révèle cruciale dans la chasse à l'ingénieur. Un Sayan a indiqué au Mossad sa cachette dans la ville de Gaza. Un autre coopérant est chargé de lui livrer un colis mortel.
On est en train d'appliquer la célèbre loi du talion, œil pour œil. La bombe à retardement israélienne approche de l'objectif. Cet enfant de 10 ans illustre la devise du Mossad. Par la tromperie, tu feras la guerre. Les Israéliens ne tardent pas à apprendre que leur projet a échoué. L'ingénieur a quitté le bâtiment quelques minutes plus tôt. Au cours des semaines suivantes, la bonne étoile d'Ayash restera le principal adversaire de l'habileté des Israéliens. Pourtant, rares sont les agents aussi habiles que ceux du Mossad. Le plus habile de tous fut certainement un espion d'origine égyptienne particulièrement doué pour les langues et doté d'une excellente mémoire photographique. Il s'appelait Eli Cohen. Sa carrière dans le Mossad débute en 1960. Il est recruté pour devenir un agent infiltré et il jouit d'une excellente couverture d'antiquaires arabes. Il est envoyé en Syrie, l'ennemi le plus déterminé d'Israël. C'est une période de forte tension qui, pour beaucoup, annonce l'imminence d'une guerre. À Damas, Cohen loue un appartement situé de l'autre côté de la rue du QG de l'armée syrienne. De sa fenêtre, il suit tous les mouvements de l'armée, puis transmet son rapport au Mossad par radio. Son émetteur est dissimulé dans le moteur d'un fouet électrique. Dans sa panoplie d'espions, on trouve également du plastique dans des barres de savon et de faux cachets d'aspirine, qui sont en fait des capsules de cyanure. Grâce à son argent et à son charme, Cohen parvient à fréquenter l'élite syrienne. Il devient même le confident du président Amin al-Hafez. Il cultive soigneusement ses amitiés au plus haut niveau de l'armée syrienne. Des pilotes de l'armée de l'air l'invitent à faire des promenades en avion et en planeur. Le premier objectif de Cohen est ce plateau fortifié surplombant Israël, le fameux plateau du Golan. C'est le principal atout stratégique des Syriens et la plus grande menace pour Israël. Là, Cohen utilise ses amis syriens pour obtenir des informations capitales. C'était quelqu'un de remarquable. Il a réussi à nouer des amitiés dans les plus hautes sphères du pouvoir de ce pays. Il était tellement apprécié qu'il visitait fréquemment le plateau du Golan. Les Russes lui faisaient visiter les fortifications qu'ils construisaient. Ils lui ont montré où se trouvaient les mitrailleuses, les canons antiaériens. Il était très apprécié. Cohen retransmet à Israël toutes les informations qu'il collecte. Cependant, lorsqu'il entame la 4e année de sa mission, l'idée de retrouver son foyer et sa famille l'obsède. Il a sacrifié sa vie personnelle. Il était loin de sa famille. Il n'avait pas revu sa femme et ses enfants. Il envoyait des lettres par le biais de 3 ou 4 intermédiaires. Il est difficile de vivre sous une fausse identité. Il n'était pas Eli Cohen en Syrie. Il était un homme d'affaires syrien d'origine argentine. Il menait une double vie. D'une certaine manière, tout agent a une double personnalité.
Sa fragilité psychologique entraîne chez lui un manque de vigilance. Il émet chaque matin à 8h30 précisément. Cette régularité est remarquée par le colonel Ahmed Souedani, le chef du contre-espionnage syrien. Souedani ordonne à des unités de détection radio de sillonner les rues de Damas. Son objectif, découvrir la source d'un mystérieux signal qui brouille les transmissions radio de l'ambassade indienne voisine. Le 21 janvier 1965, l'émetteur de Cohen est localisé. Les Syriens se ruent chez lui et l'arrêtent. Cohen est jugé en compagnie d'autres suspects par un tribunal militaire syrien. Il est condamné pour trahison. Le 8 mai, la sentence est prononcée, la mort. Dans sa cellule, il écrit un message d'adieu à sa femme. À ma chère femme Nadia. Je te demande de ne pas perdre de temps à me pleurer. Je te demande de prendre soin de toi et des enfants et de veiller à ce qu'ils soient bien élevés. Mais n'oublie pas de prier pour mon âme. À vous tous, mes derniers baisers. Shalom. Eli Cohen. L'exécution a lieu le 18 mai 1965 à 3h35 du matin. Lorsque les images de cette scène parviennent en Israël, le directeur du Mossad rend hommage à son camarade lors d'une cérémonie privée. Il était le plus grand, le meilleur d'entre nous. 2 ans plus tard, ces mots prendront un nouveau sens. Le travail de Cohen va permettre à Israël de remporter sa plus grande victoire. « 5 juin 1967. Israël lance des frappes préventives contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Grâce à la qualité des renseignements d'Eli Cohen, Tsahal réalise une percée spectaculaire sur l'imprenable plateau du Golan. Pour l'attaque de la Syrie, les services de renseignement israéliens disposaient de tous les détails transmis par Eli Cohen, de la plus petite tranchée à la position du plus simple soldat. Ça a permis à l'armée d'avoir le moins de pertes possible. La surprise a été totale. Les Syriens ont perdu le plateau du Golan, ce qui paraissait jusqu'alors impossible. Ce qui constituait autrefois une terrible menace pour Israël est à présent le symbole du courage d'un agent surdoué du Mossad. Mais le cas d'Eli Cohen rappelle également l'un des tout premiers principes de l'espionnage. Quelle que soit la valeur de l'espion, aucun n'est invulnérable lorsque l'ennemi utilise habilement la technologie. S'inspirant de cette règle, les Israéliens ont établi une nouvelle stratégie dans la chasse à l'ingénieur. La première partie de leur plan a déjà été mise en œuvre. Ils ont recruté un homme d'affaires arabe, Kamal Hamad. À présent, suivant les ordres du Mossad, Hamad va tenter de mettre en œuvre la deuxième partie du plan. Il offre son téléphone portable à son ami, l'ingénieur. Jusqu'alors, Ayash a toujours préféré utiliser les cabines téléphoniques pour transmettre ses ordres. Mais Hamad le persuade que le téléphone portable lui permettra d'avoir une plus grande mobilité. Il s'agit en réalité d'un ingénieux instrument de mort. L'ingénieur a de nouveau frappé.
Bilan de l'attentat, 6 morts et 33 blessés. Ayyash a tué des centaines de personnes en faisant exploser des bombes. Les Israéliens décident qu'il mourra de la même façon. Le terrible secret de ce téléphone se trouve dans sa batterie modifiée. Elle alimente non seulement le téléphone, mais elle contient également 50 grammes d'un puissant explosif. C'est suffisant pour tuer toute personne portant l'appareil à son oreille. Déguisé en sauveteur, les Israéliens l'appellent depuis un poste d'observation. L'élément clé de ce commando est un linguiste arabe. Il devra confirmer que le correspondant est bien Ayyash. Une seconde équipe sera chargée d'apporter une nouvelle confirmation. Équipés de matériel de reconnaissance vocale, ces agents l'identifieront comme étant la bonne personne. Ils ne déclencheront la bombe qu'à cette seule condition. Allô? Kamal? Al-Kamal mawjoud? Si l'ordinateur reconnaît la voix d'Ayyash, le linguiste, lui, n'est pas convaincu. Allô? Allô? هذا النمرة غلط. העתק. כבה את המכשיר. זיהית אותו? אוקיי. אוקיי. Les Israéliens vont peaufiner leur stratégie et renouveler l'opération le lendemain. Ils craignent qu'Ayyash ait des soupçons. Cette extrême prudence est le résultat d'un tragique événement survenu 23 ans plus tôt. Une très regrettable méprise. Comme beaucoup d'affaires du Mossad, tout a commencé avec la mort d'Israéliens innocents. Munich, 1972. Les 20e Jeux Olympiques. Un groupe terroriste arabe, Septembre Noir, bouleverse le monde entier en assassinant 11 athlètes israéliens. Pendant qu'Israël enterre ses morts, Golda Meir, chef du gouvernement, contacte le Mossad. Ses ordres sont clairs et sans appel. Tuer tous les terroristes qui ont participé à ce massacre. Au cours de l'année, 11 terroristes sont abattus. Mais paradoxalement, cette réussite de l'agence, dans ce que l'on appellera plus tard la guerre des barbouzes, prépare son plus grand échec. « 21 juillet 1973. Un commando du Mossad arrive dans le paisible village de Lillehammer, en Norvège. Sa cible, Ali Hassan Salameh, un terroriste qu'ils tueront finalement 6 ans plus tard à Beyrouth. Un informateur a signalé au Mossad que Salameh travaillait comme serveur à Lillehammer. Mais l'information est erronée. Le serveur qu'ils assassinent est un Marocain innocent du nom d'Ahmed Bouchaki. Lillehammer est l'heure la plus sombre du Mossad. Mais ce tragique épisode offre une précieuse leçon. La vengeance ne doit pas s'exercer dans la précipitation, en particulier lorsqu'il s'agit de l'ingénieur. Les Israéliens ont revu leur tactique. Au lieu de l'appeler, ils attendent patiemment, prêts à suivre la communication. Ils sont persuadés qu'Ayyash révélera son identité au cours de la conversation. זהו?
Le correspondant est le père de Yehiya Ayash. L'homme s'inquiète pour son fils. Sans le savoir, il permet aux Israéliens de vérifier qu'il s'agit de la bonne cible. Ben. בסדר? בואו נזוז. Les 50 grammes de plastique ont arraché une partie du visage d'Ayash. Le règne de terreur de l'ingénieur est terminé. L'opération est officiellement désavouée. Cependant, l'annonce de la mort d'Ayash se répand et renforce un peu plus la réputation du Mossad. Toutefois, cette réputation a récemment été ternie par une série d'échecs rendus publics. La Jordanie, le pays arabe le plus proche d'Israël. En 1997, même si les négociations pour la paix sont en bonne voie, ce pays reste une base du Hamas, organisation regroupant des islamistes fondamentalistes ayant juré de briser le processus de paix. Sur un marché à ciel ouvert d'Amman, la capitale jordanienne, 6 agents du Mossad se font passer pour des touristes canadiens. Ils surveillent l'entourage de Khaled Meshal, un dirigeant local du Hamas. Lors d'une tentative inhabituelle d'élimination, ils versent un poison dans l'oreille de Meshal. Ses gardes du corps réagissent rapidement. 2 agents du Mossad sont arrêtés par la police. Les autres parviennent à se réfugier dans l'ambassade d'Israël. L'incident fait les gros titres des journaux du monde entier. Voilà l'organisation secrète la plus prestigieuse du monde qui échoue tout à coup, lamentablement. C'est extrêmement embarrassant. Pour récupérer ses agents, Israël est contraint d'accepter un échange de prisonniers sans précédent. 22 terroristes emprisonnés, pour la plupart jordaniens, quittent la prison israélienne. Parmi eux, le cheikh Ahmed Yassine, fondateur et chef spirituel du Hamas. À Naplouse, le village où l'ingénieur avait autrefois trouvé refuge, les enfants palestiniens fêtent l'humiliation d'Israël en s'habillant comme leurs héros, les kamikazés du Hamas. Cinq mois plus tard, le Mossad se retrouve à nouveau dans l'embarras, cette fois à Berne. Peu avant l'aube, une femme a vu 6 agents du Mossad entrer par effraction dans un appartement. Elle a prévenu la police. Selon le rapport d'enquête, ce commando voulait placer sur écoute la ligne téléphonique d'un citoyen suisse d'origine libanaise. We have enough elements to prove that Mossad is involved. Il s'agirait d'un activiste du Hezbollah, un groupe terroriste pro-iranien. Dans la confusion qui suit cette arrestation, les autorités suisses relâchent par erreur 5 membres du commando. Le 6e est incarcéré en attendant son procès. Ces incidents ont fortement tendu les relations entre Israël et ses alliés au sein de la communauté internationale du renseignement. Ça a également entraîné de nombreux problèmes entre le Mossad et ses homologues européens. Ils ont en effet réalisé que le Mossad n'était peut-être pas aussi invincible qu'ils l'imaginaient. Pour la première fois, le nom du directeur du Mossad est révélé au public. Le général Dani Yatom. Il est contraint de démissionner. Ephraim Halevi le remplace. Même s'il fait depuis longtemps partie des services de renseignement, il est le premier directeur du Mossad à n'avoir jamais servi dans l'armée israélienne. Cette nomination est perçue comme une réponse à l'exigence du public pour plus de transparence. Beaucoup craignent en effet que le Mossad devienne une simple machine à tuer.
Malgré les échecs en Jordanie et en Suisse, le gouvernement israélien poursuit sa politique d'élimination des terroristes partout où ils se cachent, y compris Khaled Meshal. Comme les autres agences de renseignement, le Mossad est un vrai étalon. Vous le laissez en liberté, il devient sauvage. Si vous tenez les rênes, il fera ce qu'il doit faire. Il le fera bien et sera satisfait de son sort. Malgré ses échecs, le Mossad reste une force redoutable. Dans un monde où le cynisme règne souvent en maître, les hommes et les femmes du Mossad sont de véritables patriotes. Je pense que les gens du Mossad sacrifient leur vie personnelle. Assurer la sécurité de notre État Israël et de sa population est une mission sacrée. C'est une mission sacrée, menée dans un univers secret, se poursuivant depuis des siècles avec peu d'espoir de prendre fin. Dans ce pays, le danger est constant. Mais le Mossad est là, toujours aussi vigilant.